Bien, on va commencer par le début, par les origines. Vous avez devant vous le premier sceau de la République, première République, et on a là la première image officielle de la République. Alors, elle intervient très très rapidement, hein, après la chute de la monarchie et après l'établissement de la République. 22 septembre 1792, établissement de la République. Nécessité de changer les symboles de l'État. Et 3 jours après, sur proposition de l'abbé Grégoire, le 25 septembre donc, un décret de la Convention décrit de façon très précise le sceau à réaliser. Alors vous allez me dire, mais en 3 jours? Eh bien, pourquoi? Pourquoi cette précision très très rapide? Tout simplement parce qu'il y a une image qui s'était vraiment imposée, qui était l'image de la liberté. Dès le début de la Révolution française, en fait, on va rechercher de nouvelles images pour montrer ce qui se passe, pour qualifier, en quelque sorte, représenter ce qui se passe. Et donc, on va aller les rechercher dans la vieille tradition gréco-romaine qui avait été codifiée pour les artistes au XVIIe, au XVIIIe siècle. L'égalité, par exemple, et la liberté, c'est la liberté qui s'impose. Alors, la liberté, vous l'avez ici, c'est une femme vêtue à la romaine, avec dans sa main droite une pique, surmontée d'un bonnet, dit bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, parce que une tradition, un petit peu arrangée d'ailleurs, voulait que c'était le bonnet qu'on mettait aux affranchis à l'époque romaine. Une pique donc, et elle s'appuie sur le faisceau et la hache, hein, qui sont symboles de l'unité nationale. Hein. Dans l'Antiquité romaine, c'était le symbole de l'autorité du magistrat, mais petit à petit, on en a fait plutôt un symbole d'union. Alors, vous voyez tout de suite que on a donc une assimilation entre la liberté et la République, et que la République, dès le début, devient une valeur. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident du tout pour tout le monde, parce que jusqu'à présent, le pouvoir, il était personnalisé. C'était le roi. C'était l'image du roi. Hein. L'image du roi tellement prégnante que sous Louis XIV, on n'avait pas le droit de tourner le dos au portrait du roi. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une figure abstraite. Alors, très longtemps semble-t-il, hein, un certain nombre de personnes, de gens dans le peuple, ont eu du mal à comprendre cette abstraction. Et un observateur racontait que en 1860 encore, des paysans bretons auxquels on présentait donc l'image de la République s'interrogeaient. Ils avaient un vague souvenir de la première et de la seconde République, et ils disaient mais elle doit être bien vieille, cette dame. Alors, c'est à mettre en lien avec un autre fait, parce que c'est aussi en 1792 qu'apparaît le surnom de Marianne pour la République. Alors bon, d'abord, Marianne, c'est employé par les adversaires de la République, hein, qui utilisent le prénom Marie-Anne. Marie-Anne qui est un prénom populaire, parce qu'à l'époque, les grands saints, les prénoms des grands saints, c'était les prénoms populaires. Hein. Quand on était dans l'aristocratie, on appelait sa fille Olympe ou son fils Hercule. Quand on était dans le peuple, eh ben, sa fille, on l'appelait Marie-Anne. Bon. Et puis très vite, les républicains se sont saisis de ce nom, de ce prénom de Marianne, pour en faire, eh ben, en fait, le prénom de la République. C'était aussi un moyen de la rendre moins abstraite, plus proche des gens.
Donc ce sceau, eh bien, il ne sera pas repris par la Seconde République et par les républiques suivantes. On préférera une liberté assise, sans bonnet phrygien, avec une étoile derrière la tête. Vous voyez. Et c'est encore le sceau que nous avons, donc c'est pas tout à fait le même, en fait. Et voilà, Françoise va vous présenter une autre manière de présenter la liberté. Tu aurais pu le présenter parce que non, vas-y. Tu as bien étudié les gouaches de Le Sueur. Bien sûr. Donc ça, c'est une des premières représentations peintes de la République, de 1793. Et vous voyez que c'est un personnage intéressant parce qu'autant le précédent était dans le symbole, la pose hiératique, les attributs antiques, on a là, au contraire, tout de suite l'impression d'une femme bien en chair et bien en vie. Une femme tellement bien en chair et bien en vie qu'elle nous pose tout de suite la première question de la représentation physique de la République. Le couvrir ou le découvrir? Les découvrir ou les couvrir? Je veux parler des seins, bien entendu. Celle-ci, elle a carrément enlevé le haut, vous le voyez, et elle nous offre au regard une poitrine opulente parce qu'il s'agit, vous le voyez, non pas d'une personnalité éthérée, mais il s'agit d'une femme bien en chair, d'une jeune femme, et elle renoue cette représentation de la femme avec la déesse mère. C'est elle qui est capable, cette res publica, cette chose qui appartient à tous, suivant l'étymologie, c'est elle qui doit être capable de nourrir en premier ses enfants. Et les nourrir, eh bien, on voit tout de suite les deux interprétations. Il y a d'abord la première nourriture, qui est la nourriture de base, et une des premières mesures de la République, c'est justement de fixer le tarif des blés pour empêcher la spéculation sur les vivres de première nécessité. Donc, nourrir ses enfants, ça veut dire véritablement apporter le pain et les denrées nécessaires et l'organisation d'un commerce à destination de tous les citoyens. Faire œuvre autant que faire se peut d'égalité. Et nourrir, eh bien, c'est finalement aller chercher dans les déclarations de Condorcet, au même moment, eh bien, nourrir aussi les esprits. Et cette déesse mère, vous le voyez, porte sur sa tête, elle aussi, le bonnet phrygien, le bonnet de la liberté. Et ce bonnet, alors cette fois-ci, a un symbole tout à fait étonnant, mais pas tant que ça, qui renoue lui aussi avec une très vieille antiquité, mais cette fois-ci avec une antiquité celte. C'est-à-dire cette antiquité d'avant les rois de France, que l'on redécouvre aussi. C'est le coq, c'est le gallus. Et ce gallus, il est comme l'étoile qu'évoquait Marie-Christine tout à l'heure. C'est l'animal qui, le premier, le matin, par son chant, annonce le lever du soleil, c'est-à-dire la venue des temps nouveaux, la venue de la lumière, d'une époque éclairée. Donc le coq a cette signification-là. Et la composition générale du personnage est extrêmement intéressante. Si vous tracez entre le bec du coq, l'arête du nez et l'entre-deux-seins, vous avez très exactement, vous voyez, le fil à plomb de la parfaite égalité. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie vraiment, la précédente nous renvoyait à l'idée de liberté, celle-ci nous renvoie au deuxième volet du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Pour les femmes, c'est une autre histoire. Il va falloir être patiente. Parce que ça n'est pas anodin que ces républicains, finalement, choisissent une allégorie féminine, issue de la tradition antique, et cette allégorie féminine va être polysémique. Ce sera la République, la nation, la patrie, la liberté, l'égalité, la fraternité, toutes choses qui se déclinent au féminin. Et cependant, dès le départ, ils refusent la pleine citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté élective en particulier, et les droits politiques aux femmes. Eh bien parce qu'ils sont encore englués, j'allais dire, dans une pensée qui est la pensée de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que la légitimité de celui qui gouverne était issue des armes et de la défense par les armes. C'était le fondement même de la chevalerie et de la monarchie. Eh bien, nos révolutionnaires, pendant encore plus d'un siècle et demi, vont préférer la République comme les femmes, en plâtre, muettes et sur des étagères. Et il va falloir les en descendre pour qu'elles puissent enfin s'exprimer, mais il faudra attendre 1944. C'est toi ou c'est moi, ça? C'est toi. C'est moi. Alors,
comme de tous les symboles, toute l'utilisation des symboles est éminemment politique. Et lorsque la République s'efface à travers le consulat puis l'Empire napoléonien, il est évident que Napoléon, dont un des grands sujets qui nous occupait les esprits en d'autres temps, au moment de l'étude de l'histoire de la Révolution, Napoléon était-il l'héritier ou le fossoyeur de la Révolution française? Donc était-il l'héritier de cette République ou au contraire avait-il contribué à la détruire? En tout cas, sur le plan symbolique, c'est clair. Lorsqu'il se fait couronner empereur, il choisit la pompe romaine, il choisit la pourpre du manteau des empereurs romains, la couronne de feuilles de laurier, des héros romains, et on bascule complètement. C'est-à-dire que la République et sa figuration sous les traits d'une femme et d'une Marianne devient un objet complètement du domaine, j'allais dire, de la piété républicaine personnelle. C'est-à-dire que on va la trouver sur des bouchons d'encrier, on va la trouver sur des porte-plumes, sur des pommeaux de canne, par exemple, mais à usage strictement interne. Parce que les seuls emblèmes et les seuls symboles reconnus et autorisés sur la voie publique sont les symboles qui renvoient à l'Empire. Restauration 1815, les deux frères de Louis XVI, je vous la fais rapide, jusqu'en 1830, et en 1830, 3 journées d'émeutes urbaines à Paris en juillet. Et au cours de ces 3 journées d'émeutes, eh bien, on revient finalement, on aboutit à un compromis politique qui était le compromis politique qui avait été essayé au moment de la fête de la Fédération en 1790. C'est-à-dire trouver un équilibre entre un monarque et des assemblées représentatives. Une monarchie parlementaire dont le modèle de référence par excellence est le modèle anglais. Et on va chercher Louis-Philippe, qui est le neveu de Louis XVI, le fils de Philippe Égalité, qui avait voté la mort du roi, et qui va jouer cette espèce de synthèse extrêmement compliquée et qui va instaurer une monarchie parlementaire. Mais cette monarchie parlementaire est née de la barricade, des barricades de Paris et de la fièvre parisienne. Et c'est d'ailleurs le titre que portait ce grand tableau d'Eugène Delacroix, La barricade. Et Eugène Delacroix n'était pas spécialement un républicain bon teint, c'était même plutôt un réac bien affirmé. Et il lui est arrivé ce qui arrive à certains artistes, une véritable récupération du symbole qu'il a représenté. Et ce tableau, ce grand tableau, qui, vous le voyez, représente le peuple de Paris tel qu'il était en 1830, c'est-à-dire l'ouvrier représentatif avec sa casquette, le bourgeois, ou tout au moins l'artiste peut-être avec son haut de forme, et puis le Gavroche. Le Gavroche est sur la barricade, ce personnage improbable alors que les autres sont très réalistes, qui est véritablement le symbole de la liberté en marche. Et vous voyez qu'elle renoue avec la précédente, c'est l'entraîneuse. Hein, c'est l'entraîneuse. Elle est sur la barricade et le petit Gavroche est là, il ramasse les balles tombées, il récupère les armes. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il va y avoir une rencontre de la littérature d'un côté avec Victor Hugo, de la peinture avec Delacroix, pour que finalement ce qui, dans l'esprit de l'Europe éclairée de cette époque, eh bien ce tableau devienne véritablement l'emblème de tous les peuples qui se soulèvent contre les absolutismes et qui vont faire en 1848 ce qu'on a appelé le printemps des peuples, c'est-à-dire qui vont véritablement, au nom de la Marseillaise, traduite en hongrois, traduite en russe, traduite en espagnol et dans d'autres langues, partir à l'assaut des monarchies traditionnelles pour essayer de faire émerger ces principes de liberté et d'égalité qui sont nés pendant la Révolution française. Alors, 1848, c'est un autre moment. Nous avons parlé de liberté et d'égalité. Eh bien, je crois que cette gravure que nous aimons beaucoup avec Marie-Christine, c'est véritablement le 3e axiome de la devise républicaine, c'est la fraternité. Et vous voyez, sa composition est extrêmement intéressante parce que nous avons un personnage, alors, qui s'apparente davantage à une lanceuse de poids bulgare bourrée de testostérone et autres cochonneries dans les années 70, vous voyez, on s'interroge sur le genre, là, hein, de la personne en question. Elle a effectivement une poitrine, mais elle est bâtie comme un homme. Et elle est regardée, ainsi que les 2 autres personnages, comme en lévitation au-dessus du globe terrestre.
Et nous avons à sa droite, et ce personnage est d'autant plus embarrassant pour une lecture laïque et républicaine, c'est qu'il a les ailes d'un ange et qu'il est nimbé d'une auréole comme une image religieuse. Il faut savoir qu'en 1848, quand la Seconde République a lancé le concours de représentation possible de la République, le peintre qui l'a emporté avec une image quasiment christique de la République, qui n'aurait pas déparé un hôtel, l'hôtel d'une chapelle à Saint-Sulpice, par exemple, à Paris. Donc on est là, dans cette ambiguïté. Mais par contre, on est tout à fait dans un symbole d'une grande clarté. Regardez, le personnage tend la main gauche en l'air, avec des chaînes brisées que nous retrouvons en bas. Et les chaînes brisées, ce sont les chaînes de l'esclavage. 1848, c'est la loi portée par Victor Schœlcher, libre penseur, franc-maçon, qui fait abolir enfin, j'allais dire, l'esclavage, qui avait été aboli en 1793 et rétabli au temps du consulat puis de l'Empire. Et la France était encore, alors que la Russie venait de libérer ses serfs, était encore un pays esclavagiste. Et vous voyez la magnifique image et la construction pyramidale de cette image, avec la blanche et la noire, le symbole de l'égalité, une blanche vaut une noire vaut une blanche. On est là dans quelque chose de tout à fait fort, de cette dimension de fraternité, et qui est une fraternité qui n'est pas strictement française, mais qui est une fraternité à aspiration à s'étendre au reste du monde. La France comme symbole de la liberté portée dans le monde. Nous savons bien qu'entre la déclaration de principe et la loi et la réalité, eh bien, il y a comme un horizon qui parfois s'éloigne vertigineusement. Alors, c'est à toi. Alors, vous avez vu que finalement, notre République, elle a suivi un peu, notre représentation de la République, elle a suivi un peu les aléas de la politique. Et cette pièce de monnaie en est encore une preuve. Elle est créée par Houdinier en 1848 sur concours, parce que l'habitude finalement s'est créée de mettre ces représentations monétaires, les timbres, les statues, tout ça, c'est des concours. Et donc là, Houdinier gagne le concours, je crois, pour la pièce d'argent. Oui, eh ben, vous voyez bien, elle n'a plus le bonnet phrygien. Alors pourquoi elle n'a plus le bonnet phrygien? Eh bien parce que ce sont les conservateurs qui sont arrivés au pouvoir. Et ces républiques conservateurs, ces républicains conservateurs, ils ne veulent surtout pas du bonnet phrygien. Alors, on a une belle république, mais qui est couronnée par un ensemble assez curieux d'épis de blé, de feuilles de laurier, de feuilles de chêne, il y a même des fleurs. Donc ça leur lui fait un beau diadème. Et le tout est surmonté d'une étoile, avec un bandeau frontal sur lequel on a écrit Concorde. Bon. Par contre, tout en bas, vous avez... Pardon, tu reviens. Excuse-moi. Vous avez la semeuse. La semeuse, elle apparaît beaucoup plus tard, en 1897. Et là, on est sous la République radicale. Elle apparaît d'abord sur les pièces de monnaie. Ce n'est qu'en 1903 qu'on va la retrouver sur des timbres-poste. Et alors, au départ, elle avait été conçue par son créateur, qui s'appelait Roty, pour une médaille de récompense du ministère de l'Agriculture. Et puis, quand on a fait un concours, quand le ministère des Finances a fait un concours en 1887 pour les pièces de 50 centimes à 2 francs, eh bien, Roty, il s'est dit, après tout, je peux concourir avec ma semeuse, et il l'a un petit peu changé. Il a fait une figure qui est beaucoup plus légère, parce que sa semeuse pour l'agriculture, c'était une robuste paysanne, celle-là est beaucoup plus légère, et puis il lui a mis le bonnet phrygien, et puis... Alors le bonnet phrygien, oui, maintenant il n'y a plus de problème, on est en 1897, on est sous la République radicale, et le bonnet phrygien, il est adopté, vous voyez.
Alors, qu'est-ce qu'elle sème, notre semeuse? Eh bien, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, en se rappelant que Roti avait d'abord travaillé pour le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas les biens matériels qu'elle sème, ce sont les idées. Hein, ce sont les idées. Et vous remarquerez que le geste n'est pas réaliste. En fait, non. Elle sème contre le vent. Oui. Donc ça, on ne peut pas semer contre le vent. Et alors, le problème de la République. Cette semeuse, eh ben, elle est l'objet d'une polémique terrible à cause du bonnet phrygien quand même. Et le Moniteur du 28 février 1897 s'interroge faussement en disant « Que sème-t-elle cette femme dont le bonnet phrygien dit assez la qualité? Elle sème le désordre, l'anarchie, l'ivraie, la haine du mensonge et de l'immoralité. » Rien que ça. Mais les radicaux sont au pouvoir, on garde la semeuse et elle va rester sur les pièces de monnaie et sur les timbres pendant des années. C'est aussi la période où, dans les mairies, de plus en plus, se propage l'habitude de mettre dans la salle des mariages des bustes de la République. Ce buste est l'œuvre d'un sculpteur républicain qui s'appelle Ange Albert et qui était le fils d'un tailleur de pierre de Béziers. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui vient du peuple. Et elle est née d'une commande de la municipalité de Béziers, pour la commémoration du centenaire de la Révolution française. Et cette Marianne, elle a eu énormément de succès. Le préfet en a distribué à plein de mairies dans la région. On l'a réalisé pour les mairies, pour les écoles, en plâtre. On l'a réalisé en bronze, en fonte pour les places publiques. Quand elle était dans les mairies, quand elle était en plâtre, souvent on l'a peinte, elle est polychrome, alors elle est très jolie, elle y a plein de couleurs. Et on la diffuse. Elle se diffuse le long de la ligne de chemin de fer, Béziers-Paris. Alors vous voyez qu'elle porte le bonnet phrygien avec la cocarde. Elle porte une espèce de simili cuirasse en haut qui rappelle celle de Minerve. C'est une Marianne qui est assez conquérante. Et elle a le lion de la force du peuple sur la poitrine. Alors, les bustes de la République, je reviens un petit peu en arrière, ils sont apparus dès l'époque révolutionnaire. Et dès 1848, des maires républicains avaient acquis notamment un buste de Gautrin, où figuraient tous les emblèmes révolutionnaires. Le niveau de l'égalité, la poignée de main de la fraternité, qu'on ne voit plus beaucoup. Mais 1849, les conservateurs au pouvoir, on interdit les emblèmes séditieux. Donc le bonnet phrygien, etc., etc. Et c'est donc à partir des années 1878-80 que l'usage de placer le buste de la République dans les mairies se répand. Et notre Marianne d'Ange Albert, donc qui date de 1889, eh bien c'est encore la plus fréquente des Mariannes dans les mairies au XXe siècle et même au début du XXIe siècle. Et elle est encore distribuée actuellement par la société commerciale qui fournit les mairies, qui s'appelle Aviso, pour 1 699 €. En plâtre. En plâtre. 50 cm. Et autre petite anecdote, à Villeneuve de la Rao, dans les Pyrénées-Orientales, on la porte dans une procession le 14 juillet. Alors là, le sens est plus un sens anticlérical qu'un sens proprement citoyen. Alors, Marie-Christine vous l'a dit, et on le répète, il n'y a jamais eu obligation pour une quelconque mairie d'avoir une statue de la République. C'est laissé au libre choix des citoyens. De même qu'en dehors du sceau de la République, il n'y a jamais eu une représentation obligatoire sous un visage particulier de la République. C'est la raison pour laquelle il en existe des centaines de modèles. Nous vous avons apporté la Bible, cet énorme pavé, qui a été publié par l'Assemblée nationale au début des années 2000,
sous la direction de Jean-Louis Debré, quand il était président, qui recense toutes les Mariannes. Et si vous vous intéressez au sujet, surtout si vous voulez convaincre vos ados, il y a une petite version light qui s'appelle « Marianne, les visages de la République », qui a été réalisée par Pierre Bonte, journaliste qui faisait l'émission « Bonjour Monsieur le maire » et qui avait la plus belle collection privée de Marianne existante en France, et donc notre maître Maurice Agulon. Alors, il n'y a jamais eu d'obligation de Marianne, mais il faut bien se rendre compte, et quand on étudie, par exemple, dans le Cantal, il y a un historien, Vincent Floreau, qui a étudié l'eau républicaine. Il s'est intéressé à la construction des fontaines dans le Cantal, portant des emblèmes républicains. Et suivant la couleur politique de la municipalité, on a pu avoir, comme à Aurillac, une immense statue des droits de l'homme brandissant la foudre des droits de l'homme, au point que le poète Vermenouze disait que la municipalité dépensait, gaspillait l'argent du contribuable pour une homasse fessue qui n'avait que son cul à montrer au Puy-Marie. Vous voyez la hauteur élégiaque de la poésie et du dialogue républicain à la fin du XIXe siècle. Mais qu'à côté de ça, il y en a d'autres, beaucoup plus petites, beaucoup plus anodines. On en trouve beaucoup dans le bassin d'Aurillac, par exemple à Arpajon-sur-Cère. On en trouve aussi du côté de Ségur-les-Villas, de Ferrières, et donc dans mon village, à Allanche, dans le Cantal. Et vous avez là, alors à Allanche, on a toujours été, j'allais dire, prudent. Vous savez, le Césalier, c'est haut, c'est un peu isolé, c'est un peu à l'écart des grands conflits, donc on les laisse pas trop arriver. Donc on n'a pas choisi du tout un emblème à bonnet phrygien, pas du tout. On a pris un personnage qui est une sorte de Minerve, présente de la sagesse, qui veille sur ses concitoyens, et qui trône au sommet de la fontaine. Et la fontaine, vous le voyez, se trouve à côté d'un autre élément du patrimoine public, qui est le marché couvert. En effet, dans ces années 1889 et 92, où on va célébrer tout à la fois le centenaire de la Révolution et le centenaire de la Première République, il y a véritablement, comme l'a analysé Agulon, une statuomania républicaine qui se développe. C'est-à-dire que nous sommes aussi à la période de la révolution industrielle. C'est-à-dire que l'on est capable de fabriquer en bronze, en métal de toutes sortes, en alliage, des statues à des prix divers. Et il y a des entreprises qui ont senti le marché porteur et qui ont commandé des représentations, comme un Jalbert par exemple, qui ont constitué des catalogues et qui envoient des représentants de commerce auprès des 37 000 et quelques maires de France en leur disant « vous ne pouvez pas laisser passer le centenaire de la République sans marquer les choses ». Alors les maires se font tirer l'oreille, il a fallu déjà construire une mairie, parce qu'on n'a plus le droit, depuis la Troisième République, de faire des réunions municipales dans des arrière-salles de banquets ou dans des bistrots ou dans des granges. Il a fallu construire une école pour les filles, en plus de l'école pour les garçons qui avait été faite au temps de Guizot. Et vous avez vu apparaître ce que notre amie Madeleine Lacouture a très bien étudié, un patrimoine républicain qui est tout à fait emblématique de la vie municipale, c'est la mairie-école. C'est-à-dire au centre la mairie, l'école des filles d'un côté, l'école des garçons de l'autre, et vous avez là tous les jeunes citoyens qui sont véritablement à la source de la République, puisqu'ils sont véritablement au cœur même du symbole républicain. Et c'est dans ces mairies que l'on va installer un buste de Marianne. Si la mairie est un peu riche, il sera en bronze, comme la magnifique Jalbert à Billon, par exemple. Elle trône dans l'escalier de la mairie de Billon. C'est véritablement une œuvre d'art extraordinaire. Mais si vous êtes un peu plus pauvre, vous optez pour le modèle 30 cm en plâtre, bon, parfois peint avec un goût très sûr ou plus ou moins sûr, cocardier souvent. Et cette statue, ce buste, se trouve en général dans la salle des mariages, qui est aussi en même temps la salle du conseil municipal. Il n'y a pas 50 salles au niveau de la petite commune en particulier. Et puis vous avez après des projets qui sont beaucoup plus emblématiques, c'est-à-dire c'est la République est nourricière et elle apporte l'eau potable. C'est la République hygiéniste. Ça n'est pas la Troisième République qui a fait les captages d'eau potable partout, mais elle y a largement contribué. Et la révolution industrielle a permis d'installer des tuyaux de plomb que nous enlevons actuellement, mais qui à l'époque représentaient une véritable progrès, et en particulier un progrès contre toutes les diarrhées, toutes les maladies qui étaient liées à l'eau non potable. Ce qui fait que la statue emblématique
sur laquelle s'inscrivait tout le nom du conseil municipal qu'il avait fait ériger, dans le marbre pour bien au-delà, eh bien, se trouvait sur la place au-dessus de la fontaine. Parfois, la fontaine existait et on plantait la statue dessus. Et vous en avez un nombre considérable en France ainsi. Et se construisait en même temps, vous voyez, un patrimoine laïque et républicain qui occupait l'espace communal qui jusque-là avait été occupé par l'espace du religieux. C'est-à-dire que dans cette mairie-école de la République, on avait mis une pendule et que maintenant l'heure était républicaine. C'est-à-dire que le rythme des travaux, ce n'était pas le rythme des offices sonnés à l'église, mais c'était la pendule de la République qui marquait le temps. Et souvent, on a adjoint en plus à cela d'autres éléments au patrimoine collectif et public. Le poids public, pour peser le bétail, toujours dans le souci de la justesse et du contrôle de la circulation des denrées. Et puis le lavoir, parce que si les femmes ne votent pas, elles font largement l'opinion. Elles vont plusieurs fois par jour chercher l'eau potable à la fontaine et elles taillent des costards aux élus éminemment mâles qui dirigent mal leur commune. Et pour obtenir leur faveur, eh bien ces élus parfois ont l'idée de récupérer l'eau qui tombe de la fontaine pour construire à côté un lavoir municipal abrité du vent où on va pouvoir venir faire la lessive, y compris pendant l'hiver. Et puis cette eau en plus, elle va se déverser après dans ce qui est l'abreuvoir municipal. Et vous avez là, vous voyez tout un système du patrimoine public et laïque qui se met en place au même moment où l'Église qui renacle l'Église catholique contre cette prise du territoire par l'emprise laïque, eh bien construit des croix de mission ou plante des vierges bras étendus. Si vous vous arrêtez par exemple à l'ère de Lafayette et que vous allez dans le village de l'Horlange, vous avez devant l'église de l'Horlange une magnifique fontaine au sommet de laquelle il y a un buste de la République installé pour la commémoration du bicentenaire de la Première République. Et puis vous avez en face une autre fontaine au pied d'une croix de mission. Et le jour où j'avais pris la photo, la fontaine publique n'avait pas d'eau potable. Et je me suis dit que la Haute-Loire était encore une terre de mission. Voilà. Hein. Alors, voilà cet espace civique qui se construit. Et puis l'appropriation, elle est aussi populaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'époque clandestine des petits objets personnels. Mais sous la Troisième République, il y a une multiplication incroyable d'objets de la vie courante. Des assiettes à l'effigie de la République, des pots en barbotine par exemple. Celui-ci est de 1890. Je l'ai découvert dans une brocante. Je ne l'ai pas acheté parce que si tout à l'heure tu disais 1500 €, ce petit pot valait 1000 €. Et c'était quand même beaucoup pour la République. Un peu trop quand même encore. Hein. Mais on le retrouve dans des tas d'objets. Il y a des collections de barbotines avec des représentations de la République. Mais attention, parfois avec un aspect sympathique comme celle-ci et apaisé, parfois sous les traits d'une véritable virago, parce que cette fois-ci, il s'agit de caricatures de la République aussi, qui étaient représentées dans des objets usuels. Donc, à toi Marie-Christine. Vous avez vu ce duo un peu. Voilà. 10 ans de compagnonnage, hein, vraiment. Eh bien, on a vu que donc des statues de la République s'installaient dans les villages, mais s'installent aussi à Paris. Et à Paris, comme dans les villages, eh bien, c'est le conseil municipal qui va commander des monuments. Alors là, des monuments qui ont une autre ampleur. Alors le premier de ces monuments que je voulais vous montrer, c'est le monument des frères Maurice à la République. Il date de 1879. Je m'excuse. Eh bien, 1879, vous savez, c'est le moment où vraiment la République s'installe. Alors, pour célébrer ce triomphe de la République, la municipalité radicale de Paris fait organiser un concours qui est organisé par l'École des Beaux-Arts. Et ce sont donc les frères Maurice, Léopold qui est sculpteur et Charles qui est architecte, c'est intéressant, qui l'emportent. Entre parenthèses, là, on va se trouver devant un
un autre conflit, qui n'est pas un conflit politique, mais qui est un conflit artistique, entre les goûts du jury, très classique, je dirais parnassien, et les goûts du conseil municipal. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et le conseil municipal, lui, il a une vision plus politique. Mais, bon, on a nommé un jury, c'est quand même le jury qui l'emporte, donc il choisit ce monument des frères Maurice, et on va élever pour la première fête du 14 juillet en 1880, un premier monument en plâtre. Alors c'est très bien, on fait ça à l'époque, on élève un monument en plâtre, et puis ça permet au jury de dire à l'auteur, il faudrait que vous corrigiez. Ça va pas tout à fait, ça va pas tout à fait. Vous voyez là, le triangle de l'égalité, il est trop ou pas assez visible. Vous voyez, il faudrait peut-être que le lion, oh, vous avez mis le lion couché, non, ce serait mieux qu'il soit debout, hein, ça donnerait plus de force, etc. Donc c'est ce qui se passe là. Et le monument, lui, en fait, il est achevé nettement plus tard, hein, 2 ans après, en 1881. Alors, la République, elle est debout, hein, sur, je dirais, un socle à 2 étages. Le premier étage en bas est orné de 12 bas-reliefs qui relatent les événements marquants de la marche à la République, ceux qu'à l'époque on trouvait marquants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas trouver. Hein. On va trouver, par exemple, on va y trouver bien sûr la nuit du 4 août, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la fête de la Fédération, la proclamation de la patrie en danger, mais la victoire de Valmy, l'abolition de la royauté. Mais par exemple, on n'y trouvera pas la bataille de Fleurus et on y trouvera le naufrage du vaisseau le Vengeur, ce qui est durant la bataille de Prairial, ce qui est à l'époque une vision assez légendaire de cette bataille. Parce qu'en fait, le dit vaisseau le Vengeur, il s'est rendu pas très glorieusement, en fait. Hein. Donc bon, mais à l'époque, on en a fait une espèce de martyr de ce vaisseau le Vengeur. Et puis quelques dates, 1830, le peuple de Paris acclame le drapeau tricolore, 1848, l'abolition de l'esclavage, 1870, proclamation de la République, et 1880, première fête nationale. Voilà, donc on va trouver ces petits bas-reliefs. L'idée étant qu'à l'époque, en bas du monument, il devait y avoir des bas-reliefs. Devant ces bas-reliefs, il y a le fameux lion, toujours la force du peuple, hein, lion qui, de coucher, a été finalement réalisé debout. Hein. Tout ça, c'est un caractère très consensuel. Au second étage, trône 3 statues, les 3 statues de la devise républicaine, liberté, avec une torche et l'urne du suffrage universel à ses pieds, l'égalité, qui tient un drapeau dans sa main droite, avec République française sur la hampe, et le niveau de l'égalité dans sa main gauche, et la fraternité. Alors la fraternité, c'est une mère accompagnée de ses petits-enfants, et elle est enrichie d'attributs très variés, signifiant l'abondance. C'est là que le sculpteur s'est un petit peu lâché, disons. Vous voyez, il a été très strict sur le reste, mais là, ce groupe l'a beaucoup plus inspiré. Et au sommet de ce double piédestal, eh bien, on a la République. Alors une République qui est une figure un peu sévère, calme, statique. Elle a le bonnet phrygien, mais elle a un rameau d'olivier dans la main. Donc une République qui finalement est sage. Hein. Et pourtant le gouvernement n'a pas assisté à l'inauguration. Alors c'est pour une autre raison. On était en pleine période de scandale et on avait peur des manifestations. C'était quoi, les décorations, le trafic des décorations? Oui, ça devait être ça. Ça devait être ça, oui. Et le conseil municipal, lui, n'était pas très content, parce qu'il avait, lui, préféré un autre projet, et cet autre projet, il l'avait gardé dans ses cartons. Et 10 ans après, cet autre projet, le conseil municipal l'a fait réaliser à la Nation, sur la place de la Nation. Et c'est le triomphe de la République de Dalou.
Alors, ce conseil municipal, toujours radical, hein, décide donc de le faire ériger place de la Nation, ce qui est quand même très, très caractéristique. Vous voyez ici sur la photo ce monument et derrière les colonnes du trône. Les deux colonnes du trône. Et donc, le conseil municipal, rappelez-vous ce que vous a dit Françoise tout à l'heure, a décidé de le faire ériger, ce monument, au milieu de la grande pièce d'eau qu'il y avait place de la Nation. Toujours ce symbole de l'eau, en fait. Et vous voyez bien qu'on a là l'opposé du groupe des frères Maurice. On a là quelque chose qui a un dynamisme, qui a une force extrême. On est très loin de ce calme statique de la République de Dallou. La République, elle est en marche. Elle est en marche au-dessus d'un globe qui surmonte le char de la Nation, tiré par le génie de la liberté. Et ce génie de la liberté est accompagné sur le côté par le travail et la justice, alors qu'à l'arrière, la paix répand ses bienfaits. Et on a l'impression, quand on regarde le monument, que les personnages tournent, un petit peu comme le globe. Hein. Il y a une espèce de mouvement giratoire autour de la République. Vous voyez qu'on a là un art très différent, qui est un art politique, conçu pour mettre en valeur, pour scénariser des idées. Et il ne faut pas oublier que Dallou, qui était communard, a été obligé de s'exiler après la victoire des Versaillais. Donc vous voyez quelqu'un qui est un artiste engagé, républicain engagé, mais engagé pour une certaine République. Alors cette figure de la République, si tu peux passer à la suivante, la voici, ici. Vous voyez comme elle est en marche. Et elle apparaît d'autant plus en marche que Dallou, qui avait pensé d'abord à une tunique très stricte, très statique, a finalement réalisé une tunique légère qui montre bien le mouvement de marche. Et elle s'appuie sur le faisceau de l'Union. Elle a bien sûr le bonnet phrygien. Alors, vous voyez la République qui s'installe, mais cette République, elle est quand même toujours l'objet de conflits, et ces conflits, on va les retrouver à travers les caricatures. Alors, c'est d'abord les caricatures de ses adversaires. Alors là, c'est la gueuse des royalistes. Alors, en général, c'est un petit peu rare ce type de figurine. En général, c'est plutôt les dessinateurs de presse qui ont décidé la gueuse. Et là, c'est un sculpteur qui s'appelle Adrien Barrère et qui a produit cette statuette en barbotine, qui est devenue une espèce de bibelot très répandu chez les adversaires de la République. Alors vous voyez cette République qui est représentée par une grosse femme, avachie, vulgaire, avec un bonnet phrygien qui est lui aussi avachi, et son embonpoint renvoie à la corruption. Alors il y en a plein de ces grosses Mariannes là, et c'est encore une fois une allusion au scandale, comme l'affaire des décorations, et aussi au fait que les députés avaient eu la bonne idée d'augmenter leur indemnité parlementaire de 9 piles à 15 000 euros. Donc, vous voyez, donc cette République, elle est grosse parce qu'elle est corrompue. Elle élimine mal. Voilà. Elle élimine mal. Alors, chez les républicains, il ne faut pas croire que les républicains n'ont pas, eux, aussi caricaturé la République. Et alors, celle-ci, c'est une caricature d'Alfred le Petit dans Le Grelot, en 1872. Et cette caricature oppose deux Mariannes. Première Marianne, celle qui est la plus forte, la plus vaillante, c'est la Marianne rouge, la République révolutionnaire. Celle de 93, c'est écrit sur sa robe. Elle est, malheureusement, la reproduction ne tient pas trop compte des couleurs, mais elle est toute habillée de rouge. La robe est rouge, son énorme bonnet est également rouge,
Et vous la voyez, elle est véhémente, elle est jeune, c'est une Marianne jeune, véhémente, ardente, échevelée, ça rappelle un peu des serpents. Et elle est appuyée sur un faisceau, elle a un pistolet à la ceinture, elle est accompagnée du coq qui chante, dont la patte droite s'appuie sur un boulet de canon. Et là, on retrouve l'iconographie révolutionnaire, l'iconographie de 93, de l'an 2. Le modèle iconographique, c'est celui de la gauche révolutionnaire, à laquelle, on le verra, n'appartient pas le caricaturiste. Et alors, elle domine l'autre République, la République honnête, celle de ceux qui s'appellent les braves gens, entre eux. Bon. Alors, cette République honnête, c'est une vieille concierge qui a le visage de Thiers. Elle a un balai en guise de pique, elle a un bonnet de domestique d'où sortent quelques épis, allusion à la Cérès, et elle a des sabots, allusion à la paysannerie. République honnête 1830 est inscrit sur son tablier de boniche, ou de concierge. Ah oui, 1830, pourquoi? Ben ça rappelle le passé orléaniste de Monsieur Thiers. Donc là, voilà, elle symbolise la République réactionnaire, celle des possédants, mais aussi celle des paysans. Et le dessin est accompagné d'une légende qui en livre le sens, parce qu'il faut quand même que je vous la lise. République rouge. Et va donc, République de carton. République honnête. De quoi, République au picrate de potasse. République rouge, réactionnaire. République honnête, pétroleuse. Moralité, c'est entre les deux qu'il faudrait choisir. Vous voyez donc le dessin des républicains plutôt modérés. Autre conflit, tout à fait différent, autre fracture, celle qui naît entre l'État et les républicains et l'Église catholique, et dont l'école est un des grands éléments. Je vous rappelle l'expulsion des congrégations en 1901, la fermeture de 2500 écoles confessionnelles en 1902, et là on est en 1904, on est en train de discuter de la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est une caricature de Grand Jouan dans l'Assiette au beurre, qui est une revue satirique anarchisante. Et elle date du 19 mars 1904. Alors vous voyez que l'Église et la République, qui sont deux espèces de mégères, se disputent un pauvre gamin. Dans d'autres versions de la caricature, on lui tire les oreilles. Et ce pauvre gamin, là, il est l'objet de cette dispute. Et vous voyez que là encore, les deux, la religieuse et la République, sont renvoyés dos à dos. Ces trois exemples nous montrent que l'assimilation s'est faite entre la République et la France. Et aussi que la République est toujours le témoin des querelles politiques de l'époque. Alors on a parlé de l'appropriation de la République au niveau populaire, et cette dimension que nous allons vous montrer, c'est plutôt l'appropriation patriotique. Je suis allée chercher tout à l'heure au bureau du gestionnaire cette magnifique pièce qui est une archive de notre institution. C'est la médaille commémorative qui avait été donnée en 1922 dans toutes les écoles normales de France à la mémoire des instituteurs morts pendant la guerre de 14. Et leur nom figure à l'arrière de cette médaille. Nous avions la même à l'école normale d'Aurillac, la même à l'école normale de Moulins, et celle-ci, nous l'avons gardée précieusement. Elle va aller rejoindre l'exposition dans la bibliothèque. Et nous l'avions photographiée. Ces médailles commémoratives, c'était les sortes de monuments aux morts, aux instituteurs morts pour la France. Vous voyez, instruction publique aux maîtres morts pour la France. Chaque école normale de chaque département en avait reçu une avec le nom des instituteurs gravé au dos. Et puis l'autre image qui montre ça c'est une appropriation, j'allais dire institutionnelle, de l'image de la République, qui est tout à la fois la mère patrie, mais nous avons une appropriation totalement personnelle là. Je reviens à l'Orlange, Haute-Loire, dans le cimetière de l'Orlange. Il y a la tombe d'un des nombreux enfants du pays qui est mort pendant la guerre de 14, le 6 août 1916, à l'âge de 24 ans. Et nous avons une plaque émaillée, vous voyez, qui est appuyée sur la stèle en Volvic. Sur cette plaque émaillée, il y a la photographie du soldat, ces deux décorations. Et puis, il y a une scène représentée qui est tout à fait intéressante.
nous avons une stèle dans la stèle, en quelque sorte. Et sur cette stèle, on distingue le coq, aux morts pour la patrie, et au milieu de ce cimetière militaire, vraisemblablement, dont on n'a pas encore ramené le corps, on voit une république en pleurs avec la palme des soldats qui s'incline sur la tombe. Et là, vous voyez, nous avons vraiment un geste qui est un geste, on ne peut plus familial, on ne peut plus personnel, d'un hommage familial aux morts de cette famille qui prend place, qui s'emboîte en quelque sorte, dans l'hommage de celui de la République, dans l'hommage institutionnel. Alors, on va aller un peu vite parce qu'on est à la bourre, Marie-Christine. Alors, nous sautons d'une époque et vous voyez cette image que nous représentons, cette autre assimilation patriotique de la République. Eh bien, c'est une grande affiche de Paul Colin dont l'original a été créé au mois d'août 1944, au moment du soulèvement de la ville de Paris pour sa libération. Elle a été dupliquée en format, on va dire un petit peu format page ainsi, et elle a été collée sur les murs du métro parisien par des jeunes patriotes, et elle est devenue, après, si vous voulez, le symbole de ce qu'on l'a appelé la Marianne aux stigmates. Eh bien, vous voyez qu'il y a là encore une fois un télescopage entre le religieux et le symbole laïque, c'est-à-dire tout le monde comprend bien que cette trace de clou dans la main, que ce corps déstructuré, c'est le corps des patriotes qui étaient à ces moments-là dans les prisons de la milice, dans les prisons de la Gestapo, qui étaient torturés, dont le corps était la première des cibles avant d'être soit déporté, soit fusillé. Et cette image très forte nous renvoie au fait que justement, la République n'est pas un continuum. La République n'est pas un long fleuve tranquille. On la voit assaillie par des querelles diverses et variées qui sont portées par les citoyens, mais on la voit aussi attaquée de l'intérieur et de l'extérieur, puisque cette Troisième République est à ce jour notre plus long régime républicain, qui a failli en 1940, puisque c'est le Parlement réuni en assemblée dans le cadre de l'opéra de Vichy, qui a voté la fin de la République pour confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, avec les résultats que l'on sait. Et puis, quelle que soit la conférence et quel que soit l'angle d'attaque de la conférence, il y a toujours cette image. Cette image, c'est la première fête de la libération à Massiac, dans le Cantal, au début du mois de septembre 1945. Vous voyez qu'on célèbre la libération et on la célèbre avec un char fleuri, comme on faisait dans les fêtes de cette époque. Et sur ce char fleuri, il y a une Alsacienne, puisque l'Alsace est enfin revenue, après sa deuxième annexion, est enfin revenue au territoire national, des petites Auvergnates autour, et puis vous voyez une escorte de FFI qui ont ressorti les stennes qu'ils auraient dû rendre pourtant, puisqu'on les a sommés de les rendre, mais qu'ils ont gardés, les brassards, leurs brassards de FFI qui leur avaient été distribués quand ils étaient montés au maquis l'année précédente, à partir du mois de mai 1944, pour participer au combat, en particulier de libération de la Margerie. Et le personnage central, c'est cette jeune femme qui est là. Et cette jeune femme, eh bien, elle s'appelait Nicole Bacou. Elle était secrétaire de mairie dans le village de Massiac. Elle a fabriqué des faux papiers pour des prisonniers évadés, pour des gens cachés. Elle était agent de liaison du responsable des mouvements unis de résistance. Et ses amis, le jour de la fête de la libération, eh bien, l'ont habillée avec une robe de mariée, une écharpe tricolore, un bonnet phrygien. Et quand on travaillait sur la muséographie du Montmouchet, que Nicole m'avait montré cette photo, je lui avais dit, mais c'est toi, notre Marianne. Hein, c'est tout à la fois la République rétablie, c'est la liberté retrouvée, c'est la fraternité, c'est la Marseillaise que les condamnés à mort chantaient avant de passer souvent au peloton d'exécution ou dans les prisons ou dans les trains qui les transportaient vers la déportation. C'est tout à la fois, c'est-à-dire c'est une république incarnée par quelqu'un qui ne sera jamais dans les livres d'histoire comme une Lucie Aubrac ou comme une Geneviève de Gaulle ou comme une Germaine Tillon, ces deux dernières qui vont être panthéonisées, mais c'est une femme du peuple qui a pris les armes pour défendre la liberté, et ce sont à ces femmes-là que nous, les femmes, nous pouvons dire merci, puisque c'est grâce à leur combat que le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République a enfin accordé le droit de vote aux femmes. Alors,
La République, vous voyez, après, c'est banalisé. Les représentations, après le rétablissement de la 4e, c'est banalisé. Vous avez là le petit modèle de faisan qui a été fait pour la mairie de Puy-Guillaume. Et puis, vous avez là une cérémonie qui s'est déroulée au mois de septembre dernier dans une toute petite commune pyrénéenne qui s'appelle Cazaux-Fréchet. Et vous avez là l'installation d'un buste de Marianne en la personne de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, dont le buste a été réalisé par une dame sculpteur, on ne dit pas sculptrice, ça fait moche, mais on va dire une dame sculpteur, qui s'appelle Polska, et qui avait gagné ce concours en 1983. Et cette petite commune a une salle de mairie qui est absolument minuscule, qui doit faire 20 mètres carrés. Ce qui fait que quand il y a un mariage, eh bien, on met un barnum sur la place du village devant le monument aux morts, et le maire transporte les attributs du conseil municipal pour marier les mariés sous le barnum. Et un de mes amis, qui est en photo là, est élu, et de ce village a été élu l'année dernière, et il avait assisté un jour à la conférence sur les Mariannes, il dit « À Cazaux-Fréchet, putain, il n'y a pas de Marianne. » Alors on a dit « On va ranger ça », et on est allé installer Marianne au mois de septembre à Cazaux-Fréchet. Et on a fait ça avec le protocole républicain. Et c'était une manière de rendre hommage à Maurice Agulon, qui était mort au mois de juillet. On installait une république au village. Et c'était un moment de grand bonheur. Alors on a fait tout ce qu'il fallait. La Marianne avait été couverte d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Vous voyez même la déco de table. On avait exposé les autres Mariannes. Et alors on a expliqué la Marianne. Il y avait le maire, le président du conseil général, le député, tout ça. Même le sous-préfet. Même le sous-préfet qui a dit « Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie installer une Marianne ». Je dis « Monsieur le sous-préfet, tout arrive. Tout arrive. » Et installer une Marianne dans une petite commune comme ça, sur le coup de minuit, après le banquet républicain qui nous avait bien échauffé, nous l'avons pris dans nos bras et nous l'avons apporté dans la mairie, sommes montés très périlleusement sur une espèce d'escabeau, et nous l'avons installée sur une petite étagère dans un angle de la mairie qui fait que tous les habitants du village qui passent dans la rue voient la Marianne. Et on a vérifié, elle se tient bien, elle est sage et tout va bien. Et avoir réinstallé une Marianne dans un lieu aussi perdu et déshérité maintenant que sont certaines communes rurales de montagne pyrénéennes, où la population vit largement en dehors de la commune et ne vient que dans des résidences secondaires, eh bien ça avait aussi un sens de revitaliser l'idée de la Marianne et de la renvoyer à ses premières origines. Alors ça c'est le conseil municipal, vous voyez, le maire est à gauche. Et puis voilà, nous allons passer un peu vite, mais là-dessus, simplement parce que les manifestations, vous l'avez compris, les images que vous allez voir, vous l'avez compris, ont revisité les symboles républicains. Et cette caricature, qui a eu un très grand succès, finalement, c'est la reprise de la caricature de Faisan, alors que Harakiri publiait « Bal tragique à Colombey à mort », Faisan représentait dans le Figaro une petite Marianne en pleurs appuyée sur un arbre abattu, et la légende était « Les chaînes qu'on abat ». Vous voyez un peu les clins d'œil de l'histoire. 1972, Harakiri supprimé, remplacé par Charlie Hebdo, et 2015, eh bien, c'est Charlie Hebdo qu'on abat. Donc, il nous a semblé vraiment pertinent de garder cette caricature plutôt qu'une autre, avec la République qui pleure, et elle a encore plus de sens quand on la relie avec celle de 72 de Faisan. Et puis, bien sûr, les caricaturistes, au premier rang desquels Plantu, dont la Marianne est un des fils rouges de toutes ces caricatures dans le journal Le Monde, a revisité, bien entendu, le tableau de Delacroix que nous avons vu ensemble tout à l'heure, avec cette fois-ci l'armée des crayons, et puis ces images absolument saisissantes et extraordinaires de cette, comment faut-il dire, communion républicaine, moment d'empathie, moment véritablement où un grand nombre de Français se sont retrouvés sur les places des villes, ou parfois même simplement devant leur poste de télévision. Je voudrais vous lire un petit morceau de l'édito d'Alain Raymond paru « Ensemble, serrés les uns contre les autres, nous expulsons nos peurs, nos doutes, nous prenons une grande respiration dans un même mouvement, nous sentons l'air qui emplit nos poumons, le sang qui nous irrigue, nous sommes un corps, tous ensemble, un corps vivant. »
Et je crois que cette photo-là montre l'ampleur de la manifestation. Alors vous remarquerez que sur le premier étage du socle, il y a quelques personnes. Hein. La manifestation commence à la République et elle se termine à la Nation. Et vous allez voir la différence. Voilà la réappropriation du monument de Dallou à la Nation. Beaucoup de jeunes, des drapeaux, le crayon brandi en pique. Et c'est intéressant parce que la réappropriation des lieux dépend des lieux, vous voyez. Et la République de Dallou est finalement beaucoup plus réappropriée que celle de la République. Hein. Et voilà, de nuit, magnifique, et avec toujours le drapeau, et une pancarte qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle rappelle plus de démocratie partout, contre la barbarie. Et donc, elle rappelle l'universalité des valeurs défendues, et en particulier de l'exigence de démocratie. La démocratie apparaît comme une valeur, je dirais, éthique contre la barbarie. Alors, c'est intéressant, de la République et la Bastille à la Nation, traditionnellement, c'est un trajet de contestation. Hein. Les mouvements sociaux vont de la République ou de la Bastille à la Nation. Et là, on a une réappropriation républicaine, hein, une volonté d'union, avec une volonté d'union autour d'un socle commun, la liberté d'expression, la démocratie, le refus des ferments, d'éclatements communautaires, des fermetures, le renouvellement de l'universalisme républicain. Et alors, voilà qui nous montre que c'est bien nécessaire. Ceci, c'est la Marianne noire de Fréminville. Fréminville, petit village de l'Oise, qui, en 1999, avait été le premier en France métropolitaine à adopter une Marianne noire. Hein. Le buste avait été d'ailleurs réalisé à l'occasion d'une commémoration dans le village de l'abolition de l'esclavage et de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et le conseil municipal, sous l'impulsion du maire d'alors, qui est là, hein, l'avait mise dans la salle des mariages. Fâcheuse coïncidence, le nouveau maire l'a fait enlever de la salle des mariages à la fin du mois de janvier. Hein. Et même si cette décision avait été, selon le nouveau maire, datée de quelques mois, en fait, elle est bien symbolique, finalement, signe d'une clôture, d'une fermeture. Hein, on remplace la Marianne noire par une Marianne plus traditionnelle. Cette clôture, cette fermeture, qui ont été finalement refusées par les manifestants du dimanche 11 janvier, hein, que nous avons vu. Alors nous avons tous, par rapport aux événements qui se sont déroulés en janvier, je crois que chacun de nous porte en lui un certain nombre de moments où il s'est senti plus particulièrement touché, concerné par ce qui se passait. Nous avons voulu terminer ce diaporama par la confrontation de ces deux images. Ce document que nous trouvons dans toutes les administrations publiques, qui rappelle la République se vit à visage découvert. Et puis, ce portrait, le portrait à côté, excusez-nous de la mauvaise qualité de notre capture sur Internet, c'est le portrait de Madame Latifa Ben Ziaten, c'est la mère du maréchal des logis Imad, qui a été tué en 2012 par Mohamed Merah. Et le dimanche 11 janvier, la 2 faisait une émission spéciale. Et dans cette émission spéciale, cette dame témoignait, et cette dame consolait le rabbin de Tunis, dont le fils avait été tué dans le supermarché Cacher quelques jours plus tôt. Et avec des mots très forts, très dignes, très simples, elle lui disait que depuis 3 ans, elle essayait de se tenir debout, que le chagrin de la mort de son enfant abattu comme un chien était quelque chose d'intraduisible, mais que depuis 3 ans, elle allait dans les écoles, elle allait dans les associations, et en particulier, elle allait à la rencontre des jeunes des quartiers dits difficiles,
pour leur expliquer la chance qu'ils avaient de vivre en France, de vivre dans un pays où ils pouvaient exprimer leurs opinions, dans un pays où la laïcité leur permettait de croire ou de ne pas croire, et que jamais, jamais, jamais rien ne justifiait que l'on puisse abattre son prochain. Et quelques minutes après, il y avait, dans le journal habituel, il y avait le rappeur Abdel Malik qui fait partie du jury du Festival du court-métrage. Et il était avec Jean d'Ormesson. Vous voyez le grand écart. Eh bien, à ce moment-là, je me suis dit que c'était eux le visage de la France. C'est-à-dire dans son extrême diversité, dans son extrême complexité, mais en même temps dans une dignité affirmée des valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Et vous voyez bien, cela nous pose véritablement, puisque, regardez bien, la République se vit à découvert, mais Madame Benziatène porte toujours, quand elle se rend dans les écoles, dans les lieux où elle intervient, elle porte son foulard, ce foulard qui est tout à la fois culturel et cultuel, puisque nous l'assimilons à la religion musulmane. Mais ce n'est pas un foulard qui cache le visage. Donc, vous voyez, il y a là une interrogation pour nous tous, et en particulier dans cette maison où nous nous sommes toujours interrogés là-dessus. Les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, ce ne doit pas être une bien-pensance, ni un discours à effet de manche pour tribune. C'est un vécu quotidien qu'il faut apprendre aux enfants qui sont confiés dans les écoles, mais qu'il faut aussi dans cette maison enseigner aux professeurs qui vont avoir ces enfants d'origine et de culture très différentes. Et il y a là quelque chose, là aussi, en cherchant les documents de cette conférence, je me souvenais du dessin de Plantu, 1992-93, au moment des premières affaires de foulard, où il y avait une femme voilée avec son mari qui montrait un buste de Marianne, et Plantu avait écrit « Tout fout le camp ». Souvenons-nous, sous Thiers, on était capable de mettre en prison des républicains qui arboraient le bonnet phrygien. Dans la France du XXIe siècle, devrons-nous continuer à regarder avec suspicion et mépris des gens qui, à un moment donné, incarnent ce qu'il y a de meilleur dans notre République? Voilà, la question est ouverte. On vous remercie.